Merci beaucoup à Laurent, à Michel de me permettre de vous présenter quelque chose ce soir. Alors je suis désolé, je vais être obligé de lire parce que je n'ai pas tout retenu par cœur. Mais je vais essayer que ce soit pas trop fastidieux. Alors moi, ce soir, je vous propose de vous parler d'une pièce que je présente ici dans la vitrine sous forme de maquette ou plutôt de prototype en petit format. Et vous voyez ici sur le diaporama des images. Cette pièce, en fait, fait partie d'une série d'œuvres qui procèdent par invitation que j'ai faite à des auteurs. Et ma proposition, elle est la suivante. Je commande aux critiques, à l'historien d'art ou à l'écrivain, un texte à propos d'une œuvre de Fabrice Michel, qui n'est autre que ce texte. Autrement dit, en tant que ce texte lui-même constitue l'œuvre mise en forme par l'artiste. Donc en fait, je n'ai pas produit les textes qui constituent l'unique contenu de ces œuvres, mais comme le nuance l'étymologie, ou comme elle l'indique, l'auteur, c'est aussi ce qui pousse à agir. Donc par analogie avec le domaine musical, je suis en fait auteur-compositeur de l'œuvre, et j'ai donné une partition vierge. Et donc en tant qu'auteur-compositeur, je convertis les auteurs en compositeurs-auteurs. Et de ce fait, on est tous aussi un peu interprètes. Alors j'ai d'abord proposé cette coopération à Jean-Charles, Agbo ton jumeau. Donc c'est en fait sa réponse qui est ici exposée. Et puis elle a été faite également à Patrice Loubier, Laurence Corbel, Laurent Buffet, Leszek Brogowski, François Lauzet, Sally Bonne, Sophie Lapalu. Et le nombre des auteurs parties prenantes de ce projet est susceptible de s'accroître jusqu'à ce que les contributions deviennent redondantes. Puisque, en effet, on se rend compte à chaque nouvelle réponse que chaque auteur, à partir de cette proposition, tire un fil qui est très personnel et que ça engendre en fait une pièce qui est vraiment unique. Pour moi, l'intimité qu'un artiste entretient avec l'art, elle peut être équivalente à celle qu'entretient un critique, un historien, un commissaire, un collectionneur ou même un spectateur avec l'art. Et si bien que ça suffit à nous placer à équidistance de cette chose qui est une œuvre, plutôt que de nous placer de part et d'autre. Alors, en fait, je vais proposer de livrer de façon un peu fragmentaire un certain nombre de résonances qui me sont apparues en pensant à cette série, à la possibilité d'en dire quelque chose. Donc j'ai établi 16 paragraphes qui sont relatifs à ce projet, et donc il y a ici des petits objets que, comme vous êtes assis, je vais vous les montrer, qui correspondent à ces paragraphes. Et je commence par inauguration. Alors inauguration, c'est cette image. C'est pas forcément très clair pourquoi je choisis ces images parfois, mais on pourra éventuellement en parler après. Donc inaugurer, c'est produire par le commencement, et c'est la promesse de ce commencement s'actualise au moment même de sa rédaction, de sa profération ou du geste qui la signifie. À moins que l'inauguration ne se conçoive rétrospectivement au vu de ce qui s'ensuit. La mort de Lucrèce inaugura la République romaine, dit-on. Caïn, inaugurateur donc, comme le suggère la pièce de Laurent présentée sur le mur et plus généralement l'exposition. Comme le dit cet apologiste chrétien inconnu, je n'ai pas trouvé le nom, à propos de Néron et non pas de Caïn, nous tirons gloire d'un tel inaugurateur de notre proscription. Alors, représentation, là aussi on pourra en parler après. Donc Schopenhauer, leçon inaugurale à l'université de Berlin. Vous vous dites que les choses seraient quand même là s'il n'y avait personne pour les voir et se les représenter. Mais essayez donc un peu de vous représenter clairement ce que serait alors l'existence de ces choses. Et vous verrez aussitôt que c'est toujours une vue du monde qui vous vient en tête, et jamais un monde hors de toute représentation. Vous voyez donc bien que l'être des choses consiste en leur représentation. Œil pour œil, et te voilà, et me voici moi j'ai 30 ans, toi 6 mois, on est nez à nez, les yeux dans les yeux, quel est le plus étonné des deux? Ça c'est un passage de Cécile, ma fille, de Claude Nougaro.
Méduse. Je vois la Gorgone et nos regards s'échangent à une vitesse sidérale. Billard. Laurent Marissal invita Jean-Charles Agboton-Jumeau qui invita Fabrice Michel. Une première impulsion donnée à une boule immaculée vient briser la cohérence de l'ensemble triangulaire formé par les autres boules. De cet éclatement naît un agencement nouveau et inédit sur le tapis. Chacune des boules est ensuite renvoyée dans un trou noir. Laurent Marissal invita Jean-Charles Agboton-Jumeau qui invita Fabrice Michel, qui l'avait invité. C'est ce qu'on appelle au billard un coup à 3 bandes. Mise en abîme. Une boîte de camembert sur le couvercle de laquelle figure l'image d'une jeune fille tenant une boîte de camembert, sur le couvercle de laquelle figure l'image d'une jeune fille tenant une boîte de camembert, etc. Les exemples de ce type de packaging récursif sont nombreux. Ainsi, Michel Leiris évoquait à propos d'une boîte de cacao cette jeune Hollandaise qui théoriquement rapetissait de plus en plus sans jamais disparaître. Il évoque le caractère hallucinant de cette multiplication de la jeune Hollandaise et la compare aux visions libertines des jeux de glace savamment agencés dans les boudoirs. Claude Simon, quant à lui, décrivait dans l'herbe cette vieille boîte de berlingot sur le couvercle de laquelle figure l'image d'une jeune femme alanguie et d'un petit chien qui se répétait théoriquement indéfiniment. Mais en réalité, à la troisième boîte de berlingot, la jeune femme n'y était plus qu'une simple tache sur le vert de l'herbe et le petit chien un point. Ping-pong. Dans un jeu de ping-pong, la balle ne cesse de passer de part et d'autre d'une ligne. Ici, l'artiste et le critique se renvoient la balle et son va-et-vient s'effectue à la vitesse de la lumière, si bien que la balle est en permanence en deux endroits à la fois, conformément aux lois quantiques. Les auteurs et moi-même avons produit d'un commun accord le lieu de cette œuvre, une ligne qui s'annule autant qu'elle sépare, et sépare en tant qu'elle s'annule. Contrat, c'est en deux parties. Ce commun accord est un contrat. Comme me l'a indiqué le critique lors de nos conversations, les contrats sont comparables à ces pièces de terre cuite que les Grecs anciens désignaient du terme de symbolon. Cassées en deux, elles servaient de signe de reconnaissance mutuelle entre deux personnes éloignées dans le temps et ou dans l'espace. Le symbole ici n'est pas la tessère en elle-même, mais la ligne de fracture qui sépare autant qu'elle réunit. Un peu comme chez Lacan, entre le réel et l'imaginaire, il y a la scission du symbolique. En effet, Lacan disait du langage qu'il est un contrat. Langage ou ligne qui, selon Derrida, ne cesse de se diviser de part et d'autre. Il nomme schise ce trait ou ce dessin qui se divise infiniment, une sorte de ligne fantôme. Noix. Ouvrez une noix par le milieu, brisez la monade, et vous trouverez l'ovée à l'intérieur deux cerneaux, à moins qu'il ne s'agisse de deux cerveaux quasi jumeaux. Implication, c'est petit, on ne voit pas bien. Alors, Implication, c'est le titre de la série, par ailleurs. Soit le tableau de Peter Kletz, Vanité avec violon et bulle en verre, 1628. La vanité fait figurer parmi entre autres une plume pour écrire un crâne et une noix, une sphère spéculaire dont on suppose, mais suppose seulement parce que le tableau est plat, qu'elle reflète et implique l'ensemble de l'espace, le peintre y compris. Dans les tableaux plus tardifs de Jan van Kessel, Vanité nature morte, 1665, le miroir sphérique est remplacé par une multitude de bulles de savon luisantes et translucides. Pôle. Voilà, c'est en deux parties. Alors notre planète, comme on sait, se comporte comporte deux hémisphères, mais il n'y a en réalité ni haut ni bas. Cependant, me rappelle Jean-Charles, le sens giratoire de l'eau fuyant dans un siphon s'inverse, en miroir, on peut dire, d'un hémisphère à l'autre, au nord dans le sens des aiguilles d'une montre et au sud dans le sens inverse. GPS. Un GPS fonctionne grâce à un système de triangulation. Le point recherché est localisé par deux satellites en orbite autour de la planète, qui sont indexés l'un sur l'autre et qui sont séparés l'un de l'autre par des milliers de kilomètres.
La distance qui les sépare doit rester parfaitement égale pour assurer la localisation. Aussi respectent-ils entre eux et en temps réel cette distance à une fraction de millimètre près. Une précision telle qu'il devient indécidable si entre eux existe une réelle distance ou s'ils ne forment en réalité qu'une seule et même instance. Alors, Abel, Caïn, on a des pins, on pourra choisir après. Donc, comme nous le rappelle Laurent, entre soumission et bannissement, c'est une tierce voie qu'emprunte Caïn en bâtissant dans le désert. Par cette dérogation s'institue une œuvre d'art qui n'est rien moins qu'une ville, qui n'est rien moins que la civilisation. La tierce voie, le lieu de l'œuvre, comme le symbole du contrat, comme la lame entre les deux faces d'un couteau, le champ entre les deux faces d'un disque, en mouvement, giratoire et aux allures galactiques. Godot, en attendant, Estragon s'amuse à chercher les noms de Lucky et Pozzo. Il les compare à Abel et Caïn. Et il ajoute « c'est toute l'humanité ». L'un comme l'autre, d'ailleurs, apostrophé par Estragon, répond indifféremment au nom de Caïn et d'Abel. Lucky, Pozzo, Abel, Caïn et inversement est une mise en abîme du couple Estragon-Vladimir. Ces trois couples, donc, sont la ligne schizoïde l'un de l'autre. Ils sont tantôt agis, tantôt immobilisés, semble-t-il de toute éternité, par l'attente de ce couteau sans manche auquel il manque la lame, et inversement. Trou noir, on la connaît tous. Donc le mercredi 10 avril 2019 était révélé au monde pour la première fois l'image d'un trou noir par nature invisible. La force d'attraction de ces monstres célestes absorbe toute matière et toute lumière se trouvant à proximité, dans une zone critique. Selon la théorie, une émission de lumière se produit au moment de l'absorption des corps. Par cette observation, les astronomes cherchent en réalité à identifier le pourtour immédiat du trou noir, plutôt que le trou noir lui-même. Et pour finir, MacGuffin. Donc, le MacGuffin, c'est un terme attribué à Hitchcock et qui désigne cet objet indispensable dans chacun de ses films autour duquel toute la narration tourne et qui pousse les personnages à agir. C'est le diamant dans un film de cambriolage, le microfilm dans un film d'espionnage. Donc cet objet auteur demeure parfois obscur, voire inexistant. Pour Hitchcock lui-même, son meilleur MacGuffin était celui de la mort aux trousses. Donc permettant à la fois le suspense et l'action du film, les secrets du gouvernement, dont on ne connaît pas la teneur, n'existent même pas sous la forme de documents. Merci d'avoir écouté. Je rajoute une boule. Voilà.